Où la puissante machine de guerre américaine se met en marche, se développe encore davantage. Vous êtes toujours avec nous, colonel Père de Jong, vous qui avez été au cœur de l'armée française. Ce budget colossal de 1000 milliards de dollars qui est en train de prendre forme sous nos yeux, avec notamment Minuteman. Regardez le lancement du Minuteman 3, vous nous direz ce que dit, ce que vaut ce missile. On le regarde plutôt, voilà, c'est ce Minuteman 3. S'éloigne de la nuit. Oui, c'est s'éloigne dans la nuit, vous êtes très poète, mais ce n'est pas tout à fait la destination de cette arme. Qu'est-ce qu'elle représente dans l'arsenal américain? D'abord, ils ont fait un essai de 8000 km, qui est quand même pas mal, parce que c'est un engin qui est relativement vieux. C'est l'infrastructure de la dissuasion américaine vis-à-vis des Russes. Et je dirais c'est le modèle stratégique anti-cité. C'est qu'en fait, quand on utilise ce genre de missile, c'est pour tirer sur une grande ville russe. Et bien sûr, les Russes ont fait la même chose. Ce que je note, par exemple, donc c'est un engin qu'il faut moderniser. Et là, on va dire qu'il y a encore un temps de retard. Il va falloir mettre beaucoup d'argent pour atteindre l'hypervélocité, pour qu'un cet engin fait à peu près 11 000 km à l'heure, sachant que certains engins russes font 20 000 km à l'heure. Donc dans l'hypervélocité, ils ont clairement un temps de retard. Ça, c'est le premier point. Pourquoi moi, je suis quand même très frappé de ça. On sait qu'il y a un effort colossal des Américains, des Français, tout le monde. Et j'entendais des ministres français qui, sous couvert, disaient oui, les Russes, hélas pour l'Europe de l'Ouest, ont des avancées dans l'hypervélocité. Pourquoi ? Je veux dire pourquoi ? Parce qu'en fait, les Américains comme les Européens, la doctrine avait évolué et c'est une armée qui s'est développée dans le domaine conventionnel. Nous, la France, on était parti sur un modèle d'armée qui se projetait, l'armée légère qui se projetait. Les Américains, c'était la guerre en Irak, en Afghanistan, donc ils avaient des modèles de guerre très conventionnels. Donc ils se considéraient comme étant très dominants. Il y avait les accords START qui permettaient de contrôler la montée en puissance potentielle du matériel russe, mais ce qui se passait, c'était limité. On savait que c'était limité entre 5000, des deux côtés, entre 5000 et 6000 ogives. Donc il y avait une forme de stabilité, une forme d'équilibre des forces. Le problème, c'est que les Russes n'ont pas augmenté le nombre de têtes, ils ont gardé 5000 têtes. Par contre, ils ont développé la technologie avec l'hypervélocité, avec les missiles planants, enfin il y a toute une série de technologies que les Américains n'ont pas. Et ce que je note, c'est que c'est le moment qui est très intéressant, parce que les Russes, enfin les Ukrainiens avaient annoncé la semaine dernière que les Russes devaient faire un essai avec le Yars. Je ne rentre pas dans le détail, c'est le modèle 24 qui va très très loin, quasiment beaucoup plus loin que celui-là, bien évidemment. Et les Russes n'ont pas procédé à cet essai. C'était il y a une semaine. Et comme par hasard, dans une forme d'équilibre, mais qui réussit, on dit que les Américains disent nous, on a un vieux Minuteman, mais il marche encore, on va vous le montrer. Alors que les Russes n'ont pas fait. Je me dis qu'il y a de la communication qui est pas. Ça s'appelle le dialogue. Oui, on est en plein dedans, je pense. Alors juste plusieurs choses. Donc effectivement, les Américains ont mis une pause en quelque sorte sur la modernisation de tout ça, notamment, on parlait de Barack Obama, post-11 septembre, où beaucoup de moyens ont été mis sur le contre-terrorisme, les déploiements des troupes en Irak, en Afghanistan, et pas sur ces questions-là. Et vraiment, c'est là où on se rend compte, et on l'a vu dans un certain nombre de comités qui suivent ces affaires, notamment au Congrès, que c'est là les points faibles, si vous voulez, de la défense américaine. Même les Américains qui, pourtant, mettent énormément d'argent dans leur défense, ont des points faibles qui doivent être améliorés, qui doivent être modernisés. En revanche, le dôme doré, alors là, c'est tout à fait neuf, en tout cas en grande partie neuf. On n'est pas dans la le vieux matériel, comme vous le disiez, pour ce Minuteman. Trump qui annonce ce Golden Dome, la construction de ce bouclier antimissile dôme doré pour les États-Unis sur le modèle du dôme de fer israélien. Il y a beaucoup de réactions internationales aujourd'hui. La Chine qui est extrêmement inquiète, extrêmement fâchée de cela. Le plan dit du dôme d'or vise à mettre en place un système de défense antimissile mondial, multicouche et multidomaine, libre de toute contrainte. Est-ce que c'est fait, monsieur l'ambassadeur, spécialement contre les Chinois ? Ah non, je ne crois pas du tout, non. Je pense que la logique, me semble-t-il, mais je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité et de défense, mais la logique, c'est le discours tenu aux Américains, à ses amis, aux amis de Donald Trump dans l'industrie de défense, de dire la seule chose qui compte, c'est la protection des États-Unis, et par ailleurs, quand même aussi, mieux se protéger précisément face à une menace russe dont on commence à se rendre compte qu'elle est technologiquement plus avancée peut-être qu'on ne l'a cru. La perte de sophistication des Russes dans l'espace, par exemple, a plus laissé croire. Moi, je suis frappé quand même par un certain déclin de l'industrie russe en matière d'espace et de nucléaire, par exemple, nucléaire civil, j'entends, qui étaient deux forces énormes. Donc peut-être il y a une volonté américaine de dire votre avance ne vous servira pas puisque nous sommes capables de nous protéger. Par ailleurs, être
imaginons, parce que je n'ai pas la moindre idée de si c'est réaliste ou pas, être capable de se protéger contre n'importe quoi, ça veut dire aussi une garantie, pouvoir dire à ses alliés éventuels, je pourrais d'autant mieux m'occuper de vous, que moi je ne crains plus rien. Donc il y a un discours en deux temps. Ça peut être aussi quelque chose qui pourra resservir dans le futur aux Américains pour dire qu'ils ne nous oublient pas. Mais je pense que l'objectif, c'est America First, c'est enfin tout le discours trumpien. Mais toujours le rapport de la CIA 2025 sur l'aspect chinois. La Chine représente la menace militaire la plus complète et la plus solide pour la sécurité nationale des États-Unis. L'Armée populaire de libération met sur pied une force interarmée capable de mener une guerre à spectre complet pour défier l'intervention des États-Unis dans une situation d'urgence régionale. Non, mais je voudrais revenir sur... Je trouve qu'on est en plein dans le paradoxe de Donald Trump avec ce dôme doré. Il adore tout. On dirait il parle comme les émirs, il veut des dorures partout. D'abord, on ne sait pas si c'est faisable, mais surtout, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et pour un président qui se dit non belliciste et qui veut la paix, c'est une incitation à un réarmement mondial, à une prolifération nucléaire, à plus de guerres, parce que la dissuasion nucléaire repose sur cet équilibre très, très subtil entre clarté et ambiguïté. Et là, qui incite donc à la prudence. On voit que vous êtes une vraie Européenne, Marion. Rappelez-vous, déjà, Ronald Reagan, dans les années 80, oui. Les Européens parlaient comme vous en disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait, c'est dangereux ». Mais vrai. Il faut admettre qu'il a cassé les reins des Soviétiques avec ça. Il les a semés. C'est vrai, mais là, il n'a pas fait. On n'est plus dans la guerre froide, on est dans un monde, justement, qui est... en guerre contre les Russes et les Chinois. Qui est multipolaire, qui est beaucoup plus difficile à lire et qui est le fait de protéger l'Amérique, en effet, et seulement l'Amérique, est une incitation, au contraire, non pas à la prolifération, encore plus de prolifération, pour essayer de tester et de contourner ce dôme invincible. Mais les Chinois prolifèrent déjà, il n'y a pas besoin de les pousser. C'est ce que dit, avec raison, en l'occurrence la CIA, c'est vrai que les Chinois, la plus grande dictature de la Terre... Mais la dissuasion suppose qu'on ne soit pas invincible. Interarmée, il a dit. Donc interarmée, ça veut dire que c'est une armée conventionnelle, beaucoup de marines, beaucoup d'avions, etc. Mais dans le domaine du nucléaire, les Chinois ne sont pas dans le jeu. Les gens qui discutaient les accords SALT et START, c'était les Russes et les Américains. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine a été plutôt pas favorable, mais il est plutôt souriant quand il a dit que ce serait une bonne occasion de le traiter. Le deuxième point, je suis d'accord avec vous à 100%, ça relance très concrètement la course aux armements. Pour une raison très simple, c'est totalement déstabilisant pour deux raisons. La première, d'abord, Trump envisage de militariser l'espace. C'est interdit. Oui, c'est contraire au traité. Voilà, c'est interdit. Alors déjà, il sort un truc qui est déjà incroyable. Et pourquoi ? Parce que le problème, c'est la vélocité. On vient sur le point précédent. Quand un missile balistique part de Russie, supposons, le drame total, il va partir, il part relativement doucement, il va très très haut, très haut. Puis une fois qu'il est sorti de l'atmosphère, il va redescendre. Et là, il va prendre de la vitesse, il va s'accélérer, il a la très grande vitesse. Et là, il va MIRV, c'est-à-dire qu'il va se diviser en X. Concrètement, les Russes sont capables de faire des fusées avec 6 autres fusées. Je ne suis pas trop technique, j'arrête là. Donc le problème de Poutine, enfin le problème des Américains, il faut impérativement détruire la fusée lorsqu'elle est en train de monter. Ce qui veut dire qu'il faut militariser d'abord du renseignement, des satellites partout, et vous les détruisez comment ? On ne peut pas détruire un satellite quand il est en dehors de l'atmosphère, il faut lancer des missiles incroyables, donc il faut faire des satellites tueurs. C'est pour ça qu'on n'y est pas encore. On est sur un modèle où ils vont investir beaucoup d'argent. C'est une nouvelle guerre des étoiles, telle que vous l'évoquiez il y a 30 secondes avec Reagan en 83, 84, 85. Après, il a arrêté. Il a dit pousse, parce que même eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ceci étant dit, le problème, c'est que ça remet en cause la dissuasion en tant que telle. Parce que la dissuasion, c'était quoi ? On avait de l'armement, on avait 5000 têtes chacun, et on acceptait de mourir. On disait, voilà, on peut répliquer, mais on peut mourir. Le problème, dès lors qu'un des deux peut gagner la guerre, absolument, peut gagner la guerre, à ce moment-là, si je peux gagner la guerre, j'envisage pas la guerre de la même façon. Puisque j'ai une chance de la gagner, puisque je vais préserver mon territoire. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas reprocher aux Américains d'aller au summum de ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais ça déstabilise complètement le système. Ouais. Le monde de demain, c'est un monde d'une extrême dangerosité. Vous croyez que si les Chinois totalement indifférent au système, il ne s'occupe que de son. Vous croyez que si les Chinois pouvaient le faire, ils ne le feraient pas ? Alors ils sont encore trop petits, parce que le problème c'est que oui, bien sûr, mais ils ont le jour où ils pourront le faire, le jour. On est d'accord. On est d'accord. Mais Européens, nous aussi, Européens, le feront. On le fera ici si on pouvait. Deux problèmes. Le premier, on fait beaucoup part de Reagan. Effectivement, d'abord, il n'a pas fait comme disait le Codel, mais surtout, du point de vue américain, il a laissé une dette énorme alors qu'il a promis d'assainir les comptes. Donc, il est sur le même pente, c'est-à-dire il gaspille beaucoup d'argent pour ses amis, notamment, plus qu'autre chose, ce qui est problématique. La deuxième chose, il fait beaucoup référence aux dômes de fer israéliens qui, en réalité, est 3 systèmes différents pour abattre des différents missiles.
enfin le front de David Laro et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de 100%. Donc en plus, on l'a vu la semaine dernière en Israël avec les Houthis qui frappent Ben Gurion et qui frappent l'aéroport. Trump rêve, comme il rêve souvent de choses faramineuses et très dorées, de choses qui ne sont pas toujours faisables. America First, pourquoi pas? Ça, je peux concevoir. Rappelons-nous son premier discours. Oui, il a des idées qui... Protéger les États-Unis, en soi, c'est une bonne idée. Mais il faut peut-être réfléchir aux capacités comment. Je vous donne toute la parole, mais regardez le clip. Là, c'est Lockheed Martin qui le fait, qui le produit. Et là, on sent qu'il y a beaucoup d'argent. Ils ont la salive qui monte à la bouche. Parce que là, il y a les milliards qui sont prêts à entrer. Et c'est bien fait. C'est un clip bien fait. Ça, il faut leur laisser. C'est un peu l'histoire de ce que sera ce bouclier antimissile, c'est-à-dire tous ces missiles prêts à partir pour protéger le ciel américain. On peut peut-être l'entendre. Confirmé. On leur a mis une pression. Nous recevons l'alerte. Confirmation de la menace. Suivi continu confirmé. Confirmation de la cible et lancement du missile intercepteur. Interception dans 3, 2, 1. Watchtower, ici Looking Glass. Le système a confirmé l'interception. Nous confirmons. Tous les objets ciblés éliminés. Les signaux sont au vert. La guerre parfaite. Voilà. Ce rêve, on voit, il y a une dimension quasi onirique, ce rêve d'être complètement inattaquable. Depuis l'invention de l'humanité et de la guerre, on a sûrement rêvé à ça, c'est-à-dire avoir une sorte de bouclier total. J'ai envie de vous dire, parce que j'ai été consul général à Los Angeles, on était à Hollywood. Très bien. Grâce à Dieu, les États-Unis sont encore une démocratie, il y a encore un congrès, il y a encore des juges. Tout ça, c'est pour dans je ne sais pas combien de temps. Et en tout cas, M. Trump sera parti depuis longtemps. Donc, ne faisons pas non plus, comme d'habitude, chaque fois que qu'une personne autoritaire, ou un autocrate, dans le cas de Poutine, dit quelque chose, de faire comme si c'était déjà réalisé, parce que c'est précisément ce qu'il cherche à faire croire. Un tout petit mot sur la Chine. Je pense que Xi Jinping ne cherche pas à obtenir le prix Nobel de la paix. On l'avait compris. Je pense que lui, je pense également que la Chine, contrairement à ce qu'on croit, ne va pas très bien sur le plan économique et financier, comme vous le savez, pas seulement à cause des problèmes liés à Trump, mais liés à la politique du Parti communiste chinois et au fait que ça ne marche pas. Il y a une crise terrible en ce moment, et je ne parle pas de la crise climatique, de la biodiversité et autres. Donc la Chine ne va pas très bien. Monsieur Xi Jinping, pardon de le dire comme ça, n'a pas grand-chose à mettre à son bilan par rapport à ce qu'il a annoncé. Il lui reste une chose, c'est le grand rêve de renaissance de la nation chinoise pour 2049. Et ça veut dire deux choses concrètement. L'annexion de Hong Kong, c'est quasiment fait. Et la récupération, dit-il, lui, de Taïwan. Donc je pense que l'ambition de monsieur Xi Jinping, ça n'est pas de vitrifier Manhattan, c'est de récupérer Taipei. C'est plus modeste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas craindre l'armée chinoise, mais d'abord, on ne l'a pas vu quand même en manœuvre sur le terrain depuis la guerre de Corée, si je me trompe, un petit peu au Vietnam ultérieurement, mais enfin, les performances C'est un carnage que les Vietnamiens ont réussi à les battre en plus. Bon, les performances des soldats de maintien de la paix chinois au sein des Nations Unies sont équivalentes à celles de tous les autres pays, c'est-à-dire qu'au premier coup de feu, on a vu ce que ça donnait au Sud-Soudan. Donc il ne faut pas non plus, là encore, fabriquer des ennemis pour justifier ce genre de dépenses. Donald Trump parle comme Poutine parle et comme Xi Jinping parle, puisque tout ça, c'est soi-disant lié à une agression. On ne sait d'ailleurs pas très bien qui va les agresser, puisqu'ils ont tous peur d'être agressés. Donc, je ne sais pas nous, d'ailleurs, peut-être les Européens, je ne sais pas, ou les Africains, il faudrait leur demander leur avis. Bref, tout ça n'est excusez-moi, mais d'une certaine façon, n'est pas très sérieux. Et j'espère que la démocratie américaine pourra remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je ne parle pas de l'aspect militaire, je pense qu'il faut toujours se méfier. Mais il ne faut pas fabriquer une nouvelle théorie des relations internationales parce qu'un président des États-Unis un peu particulier a décidé dans son délire, pardon, parce que je le pense, comme Poutine a un certain délire, que le monde devait être comme ça, que c'est lui qui le décidait et que ça serait comme ça. Je pense qu'il faut quand même garder pour nous cette fierté rationnelle des Européens et d'autres, parce que c'est pas le monde occidental. Il faut pas oublier les Australiens, les Néo-Zélandais, les Coréens, les Japonais, tous ces peuples libres, les Brésiliens, les Mexicains, etc., les Sud-Africains, les Kenyans. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le président sud-africain
qui est pourtant pas un très très grand démocrate. Enfin bon, ce qui s'est passé à la Maison Blanche hier, c'était à peu près la même chose que Zelensky. Il s'en est mieux sorti parce qu'il avait préparé le coup. Maintenant, tout le monde va y aller avec sa petite vidéo sur son téléphone pour pouvoir s'en sortir. Mais je veux dire, ne prenons pas pour acquis, autrement dit, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui déversées sur la table par les trois puissances qui se considèrent comme les grandes puissances pour faire croire au reste du monde que tout est fini pour eux et que c'est eux qui vont décider dorénavant du sort du monde. Moi, je pense que ça, c'est un vrai danger pour les démocraties, c'est de croire que tout est déjà perdu d'avance. Mais rappelons-nous un point, on a passé une soirée ensemble il y a 2 ans sur ce plateau, quand les missiles sont partis d'Iran en direction de Jérusalem. C'est pas du tout ça. Il y a des milliers de sonneries, il y avait des trucs partout, enfin, c'était un carnage. Donc cette image, elle est vraiment, c'est Walt Disney, enfin, c'est un dessin animé. Et évidemment, c'est pas comme ça, parce qu'un missile, c'est pas un missile qui part, c'est des centaines de missiles. Là, on est dans un monde et il y en a toujours un qui passe, de toute façon. Et au bout, vous avez 300 kilotonnes, sachant qu'à Hiroshima, c'est 25 kilotonnes. Il suffit d'un sur une seule ville et c'est la fin du monde. C'est pour ça que l'envisager, c'est complètement incroyable, c'est inimaginable. Surtout, je rajouterais que dans l'histoire américaine, à part Pearl Harbor, dernièrement, en histoire moderne, c'est pas les États-Unis qui ont été le plus attaqués. Enfin, on vous référait à l'Iran et Israël. Il y a des raisons de s'inquiéter. Les États-Unis, la guerre qui a fait perdre le plus de vies américaines, en réalité, c'était la guerre civile. C'était clairement pas ni les Russes ni les Chinois qui attaquaient les États-Unis. Il est dans du rhétorique bien... Les Américains, c'est comme les rois de la guerre préventive. Hein. Oui, la guerre du Vietnam, etc. Donc c'est eux qui les provoquent très souvent, au passage.